critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Ben, cette première étape du plan de paix de M. Trump au Moyen-Orient s'est passée correctement, l'échange des otages, des prisonniers. Mm-hmm. Là, il me semble qu'il est très optimiste et que c'est comme pas fini là, l'opération. Bravo pour la première étape qui a bien été, là. C'était évidemment pas fini, mais pour l'instant, je pense qu'il peut passer go et réclamer 200 $ Oui. ou 200 millions, parce qu'avec lui, il fait jamais les choses petitement. C'est évident aussi que tous ceux qui souffrent du Trump Derangement Syndrome sont à manger leurs chaussettes aujourd'hui. C'est un réel succès diplomatique, improbable. On n'aurait pas parié là-dessus il y a 3 semaines. Ce qui me frappe, moi, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est télescopé. D'abord, l'accord du Hamas à cette entente qui est apparue sur nos écrans radars très rapidement. Puis dans les jours qui ont suivi, une direction claire qui a été définie dans le temps avec des paramètres qui se sont mis à être balisés. L'échange des prisonniers, conférence de paix en Égypte, conférence de paix qui ressemble beaucoup à une géante photo-op où M. Trump s'est mis en scène aux côtés de tous ses admirateurs venus des 4 coins de la planète pour vanter ses mérites de négociateur. Une grosse affiche Peace 2025. Ben, c'est certainement pas banal que d'avoir réussi déjà ce qu'ils ont réussi. L'échange de prisonniers et d'otages, les dépouilles des cadavres qui rentreront aussi probablement au cours des prochains jours en Israël, avec l'espoir que ça mène vers quelque chose de plus construit et durable. Et c'est là que se posent toutes les questions, bien entendu. Je retiens, moi, une affaire depuis 3 semaines, et je sais pas si ça t'a frappé, c'est la dynamique entre la présidence et le Hamas. Je vois 3 temps. Tu t'en souviens peut-être? J'en avais parlé il y a une dizaine de jours, quand Trump avait dit « J'ai le sentiment, j'ai l'intuition que le Hamas va dire oui à notre proposition en 20 points. » On n'avait aucune raison de penser que le Hamas, cette fois-ci, plutôt qu'une autre, se rallierait à l'idée, surtout, de libérer les otages, qui est, dans les circonstances, était son dernier levier vis-à-vis Israël. Or, on a appris même s'il a menacé 2 fois plutôt qu'une, le président, des feux de l'enfer, le Hamas, s'il ne disait pas oui. On a appris que le Hamas s'était rallié. Et il n'y a pas eu de surprise apparente de la part du président, comme s'il savait que la partie était jouée. Deuxièmement, et ça compte aussi, dans cette négociation, je te le disais, le Hamas a libéré les otages sans garantie de sécurité. On sait qu'ils ont demandé aux États-Unis de leur signer quelque chose, les protégeant, les assurant qu'à partir du moment où les échanges de prisonniers et d'otages seraient faits, Israël ne repartirait pas la machine militaire contre eux. Alors, ils ont obtenu seulement des accords ou une forme de garantie de sécurité qui ont été oralement donnés par les négociateurs américains auprès de l'Égypte et de la Turquie et du Qatar, qui sont un peu les parrains, je dirais pas les commanditaires, quoique le Qatar a déjà été commanditaire du Hamas et a apporté ou livré plusieurs valises pleines d'argent. Mais ce sont dans la circonstance de cette négociation ceux qui ont souvent été aux côtés du Hamas. Et on leur a dit, oui, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de représailles immédiates une fois que les otages auront été libérés. Et j'ajoute un 3e élément. Hier, je ne sais pas si ça t'a marqué, Donald Trump qui se dit ouvert à ce qu'à court terme, le Hamas puisse un peu faire la police sur le territoire de Gaza, sachant qu'il n'y a pour l'instant aucune force capable de le faire. C'est une cité pour Gazaville, mais aussi pour l'ensemble des villes sur le territoire qui sont détruites, ravagées. Et là, tu as des guerriers, d'anciens militants qui étaient probablement planqués, qui remontent à la surface. L'étau des Israéliens s'est desserré. Et Trump est ouvert à l'idée qu'il puisse y avoir une espèce de... Il me semblait qu'ils devaient se désarmer, eux. C'est pas, pour être la police de l'endroit, c'est pas bien bon d'être désarmé. Il me semble qu'il y a une petite contradiction, là. Je sens aussi la contradiction. Je te dis qu'il y a 3 moments où il semble y avoir donc des liens de communication entre la Maison-Blanche et le Hamas. Ils étaient évidemment pas représentés à cette conférence de paix hier à Sharm el-Sheikh en Égypte, mais il y avait pour autant une représentation palestinienne. Les rivaux du Hamas, M. Abbas qui était là, c'est de la part des États-Unis et puis évidemment d'un paquet de pays qui aimeraient une reconnaissance officielle de l'existence de la Palestine. C'est un petit entrebâillement dans la porte, mais cette dynamique entre M. Trump et le Hamas, pour moi, c'est un mystère et j'ai hâte de voir la suite des choses. Et qu'est-ce qu'il a dit aux Israéliens sur
sa volonté de faire en sorte que ça tienne au cours des prochains jours, prochaines semaines. Rappelle-toi du discours à la Knesset hier matin. Bibi, parlant à Netanyahou, tu auras plus de succès en faisant la paix qu'en tuant éternellement. Kill, 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 kill. C'est le mot qu'il répète et qu'il emploie comme une manière de rappeler au premier ministre israélien que la voie de la paix qui est en train de se dessiner ne doit pas être bousillée. Ouais. Mais sur la présence d'Abbas, là, l'autorité palestinienne, c'était, sans méchanceté, c'était devenu une joke. Là. C'était devenu une véritable farce. C'est d'ailleurs le mot. L'autorité palestinienne, c'est ça. L'autorité palestinienne sans la moindre autorité. Est-ce que ça se recrée? Est-ce qu'on pourrait rafistoler ça? Est-ce qu'on pourrait... C'est une manière de réhabiliter, en tout cas, un éventuel interlocuteur qui pourrait être crédible. Parce que une des choses aussi qu'on a apprises hier entre les lignes, c'est que Tony Blair n'est plus à l'horizon celui qui va peut-être gérer Gaza pour une période de temps où on va réussir, on l'espère, à imposer une forme de stabilité. Alors, dans l'organigramme, on l'a souvent dit, les Palestiniens arrivent très, très loin en bas, mais à quelque part, il va falloir qu'il y ait une autorité, que ça soit celle qu'on retrouve en Cisjordanie avec M. Abbas ou une autre, il va falloir que les Palestiniens se mêlent de leur vie. Hier, c'était un signal, peut-être pas fort, mais néanmoins important, de ce qu'on est ouvert à cette idée. Et un rappel de ce que pour la Maison-Blanche, le statut de l'État palestinien, c'est pas réglé, mais on ne renonce pas à ce que ça puisse arriver. Une affaire, évidemment, qui rend malade Benjamin Netanyahou, qui ne veut pas entendre parler d'une solution à deux États. Pour autant, quand tu invites M. Abbas en Égypte, c'est que tu laisses entendre qu'il y a quelque chose comme un espoir de ce côté-là. Ouais. Bon, après ça, là, il y a eu un accrochage. Je ne pense pas que ça mette fin au processus de paix. Là. C'est arrivé à un endroit, c'est local. Mais quand même, il y a 4 morts. Là. Je veux dire, des personnes, eux, du côté palestinien, on dit ben c'est des gens qui allaient visiter des bâtiments, voir l'état des bâtiments là, après la guerre. Du côté de l'armée israélienne, on dit ils ont dépassé la ligne jaune, ils se sont approchés anormalement de l'armée israélienne, on les a tirés. Je veux dire, c'est juste un... Oui, c'est juste un rappel. Oui, c'est un rappel que c'est fragile. C'est hyper fragile, ça va continuer à l'être. La ligne jaune, donc, c'est la ligne au-delà de laquelle l'armée israélienne a accepté de se retirer, mais on est toujours en territoire gazaoui. C'est pas la frontière de Gaza, et c'est à partir de là que la surveillance d'Israël se fait, dans l'espoir, évidemment, qu'à terme, il puisse aller un peu plus loin, sortir peut-être même complètement de Gaza. C'est le premier incident, il va y en avoir beaucoup. Je te rappelle qu'il y a eu un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, et depuis des dizaines, sinon des centaines d'attaques par les forces israéliennes, toujours au nom de ce que des conditions n'ont pas été respectées sur le cessez-le-feu. D'ailleurs, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on passe d'une logique de cessez-le-feu à quelque chose qui ressemble à une dynamique de paix où les armes se taisent de part et d'autre. Je n'y crois pas à court ou à moyen terme. Il va y avoir des escarmouches, il va y avoir des têtes brûlées qui vont vouloir que ça ne fonctionne pas à Gaza et aussi en Cisjordanie. Des provocations qui pourraient venir de la part des colons. Il va y en avoir aussi, je parle des colons juifs qui sont installés en Cisjordanie et qui sont sans doute très préoccupés de ce que sur un horizon plus long, leur statut pourrait être menacé. S'il fallait qu'il y ait quelque chose qui se construise, il est très possible que les Israéliens disent on devra se retirer de certaines de ces colonies si on doit créer un territoire palestinien. On n'y est pas aujourd'hui, mais il y a des élections en Israël dans 1 an au maximum et une autre parti, une autre formation politique pourrait être davantage ouverte à une solution en 2 États. C'est pas le cas pour M. Netanyahou en ce moment. Zelensky, une guerre finie, check, là, on coche. Est-ce que M. Trump pourrait s'attaquer à l'autre maintenant? Zelensky va être à Washington à la fin de la semaine. Il n'y a pas de hasard dans ça. La confirmation donnée par la Maison-Blanche de ce que M. Zelensky serait reçu en personne à Washington vendredi pour discuter de choses dont on ne peut pas parler au téléphone seulement ou en visioconférence. Donc, il y a un signal fort qui est envoyé. Il a beaucoup été répété que ce qui a été arraché au cours des derniers jours, c'est une paix ou un espoir de paix qui est le résultat de la fermeté des Israéliens. La paix à travers la force. C'est un peu le slogan aussi de M. Trump. On veut pas la guerre, mais on va certainement prendre les moyens pour imposer nos paix. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je serais peut-être ouvert à la possibilité de ce qu'on livre des missiles Tomahawk
à l'Ukraine. Et là, ça change l'équation stratégique substantiellement parce que c'est des missiles capables de frapper loin le territoire russe, mais plus encore, c'est que ce sont théoriquement des missiles qui peuvent porter une ogive nucléaire. Évidemment, il n'est pas question que les États-Unis livrent des missiles Tomahawk avec l'intention qu'ils portent des ogives nucléaires, mais comme le disait l'ancien président russe, M. Medvedev, qui aime beaucoup s'escrimer avec le président sur les réseaux sociaux, nous, à partir du moment où on voit un missile Tomahawk apparaître sur nos écrans, on ne sait pas s'il est chargé d'une ogive nucléaire ou non. Ça change considérablement les choses. Et notre doctrine militaire, c'est que dans le doute, on frappe. Et on frappe avec une arme nucléaire. Je te dis pas que c'est ça qui va se passer, mais il y a une espèce de logique d'escalade qui est en train de se dessiner. Pourquoi? Peut-être pour convaincre les Russes de ce que M. Trump a l'intention d'augmenter le rythme des livraisons d'armes pour arracher peut-être quelque chose. Est-ce que c'est, dans le fond, l'application en Ukraine de ce qui s'est passé en Israël ou à Gaza, devrais-je plutôt dire? C'est-à-dire qu'avec la méthode forte, tu finis par obtenir un compromis. La seule différence, c'est que les Russes ne sont pas les Gazaouis. Les Russes sont beaucoup plus forts, c'est pas le Hamas, et capable de soutenir ce genre de menaces. Et Mais en fait, je termine en Stéphane, disant... excuse-moi, mais si on veut faire le parallèle, c'est que les Gazaouis, en chemin, ont comme perdu de leurs alliés, là, le Qatar, qui se sont mis à dire, là, c'est assez... il faudrait, pour que Trump puisse espérer un résultat semblable, il faudrait, par exemple, que la Chine embarque avec Trump et dise à la Russie, nous autres aussi, on est tannés, puis l'Inde dise, il faudrait que plusieurs pays comme ça disent à Poutine en même temps, on est tous tannés. Dans le cas contraire, tant que les autres continuent à jouer commercialement avec la Russie a beaucoup de marge de manœuvre, là. Judicieuse remarque, et c'est là que j'allais, dans un contexte où M. Trump et les Chinois se sont remis à scraper le chignon la Ah semaine ouais, dernière. Alors là, on parle de conflit commercial, évidemment, mais quand mais on même. n'est jamais très, très loin d'autres choses, d'autant que les enjeux de ce conflit commercial, c'est l'intelligence artificielle et la capacité de la mettre à profit de l'armée et des puissances militaires américaines et chinoises. Et rapidement, on a vu l'impact sur les marchés vendredi, mais rapidement, on a vu les Chinois qui ont dit aux Américains, on se laissera pas intimider. Alors à ta question, non, je ne pense pas que les Chinois, eux, jetteront l'éponge ou se désolidariseront de la Russie à court terme si les États-Unis continuent de menacer de livrer ces missiles Tomahawk. Et je termine en disant que c'est une menace un peu virtuelle parce que de ces missiles Tomahawk, les Américains en ont pas des quantités folles en réserve. Donc c'est vraiment dans la perspective des négociations une manière Un de faire message. pression en espérant que cette fois-ci, ça puisse faire une différence. Merci Stéphane.